sommaire de cette édition. La réalisation de centrales de production d'oxygène se poursuit dans les différents hôpitaux du pays. Après Kindia, le ministre de la Santé vient de lancer la centrale de Mamou. Elle va couvrir les centres hospitaliers de Mamou, Dalaba et Pita, tenu d'un atelier stratégique de validation du plan pluriannuel Jarre Équité 2025-2028, une rencontre gouvernementale société civile pour améliorer les prochaines années. FENAC 2025 dans le Badiar, cette édition met en lumière le riche patrimoine culturel de cette localité. C'est tout pour les titres. Une fois encore, bonsoir et bienvenue dans ce journal. Mise en service de la centrale de production d'oxygène médical de Mamou, située dans l'enceinte de l'hôpital régional. Elle va assurer la fourniture de l'oxygène aux hôpitaux préfectoraux de Mamou, Dalaba et Pita. Reportage Tcherno Maroufba, Mohamed Mpati Kamara. Elle constitue désormais la 6e centrale de production d'oxygène médical à l'intérieur du pays. La centrale de l'hôpital régional de Mamou pourrait produire environ 140 bouteilles d'oxygène par mois. Avec des installations modernes, cette centrale permettra aux hôpitaux de la région de Mamou d'avoir une autonomie en matière d'oxygène, un élément essentiel pour la santé. La mise en service de cette centrale d'oxygène marque un tournant décisif dans l'offre de soins de la région de Mamou. Elle permettra désormais d'assurer un approvisionnement régulier et autonome en oxygène médical, non seulement pour l'hôpital régional de Mamou, mais aussi pour les 2 hôpitaux préfectoraux de Dalaba et de Pita, ainsi que pour l'ensemble des centres de santé de la région. Ces infrastructures traduisent une volonté commune de sauver des vies, de renforcer notre système de santé et de donner à chaque enfant une réelle chance de vivre et de s'épanouir. L'oxygène médical, souvent invisible et pourtant essentiel, lorsqu'il est disponible à temps, il peut réduire jusqu'à 35% la mortalité qui est liée aux pathologies respiratoires. Avec la production d'oxygène sur place, la prise en charge des pathologies respiratoires sera désormais assurée dans cette structure hospitalière. Cette politique du gouvernement, à travers le ministère de la Santé, vise à répondre efficacement au manque de cet élément vital dans les hôpitaux de l'intérieur du pays. Ces réalisations incarnent l'ambition forte portée par le président de la République, son Excellence M. Mamadi Doumbouya, dont la vision place la santé au cœur de la refondation de notre pays. À travers des investissements structurants comme ceux que nous célébrons aujourd'hui, la Guinée continue de moderniser ses infrastructures sanitaires, d'améliorer l'accès aux soins et de renforcer la sécurité sanitaire sur l'ensemble du territoire national. Pour couvrir toutes les régions administratives des centrales de production d'oxygène, telle est l'ambition du département de la santé et de l'hygiène publique. Après Mamou, Farana aussi aura bientôt sa centrale de production d'oxygène. Dans le cadre de la prévention et de la prise en charge de la transmission du VIH-Sida et de l'hépatite de la mère à l'enfant, les centres médico-communaux de Ratoma et de Sonfonia se distinguent. Ces 2 centres médicaux reçoivent leur étoile d'or en guise de récompense et de reconnaissance nationale pour la qualité des prestations de soins envers les femmes enceintes observées dans ces districts. Reportage Fatoumata Batouli Diallo, Marwan Kamara. C'est un jour particulier pour les centres médicaux communaux de Ratoma et de Sonfonia. Ces établissements publics viennent de bénéficier chacun l'une des plus hautes distinctions du secteur sanitaire. Les étoiles d'or, une récompense de J-Paigo qui salue la qualité des services de prévention et de prise en charge de la transmission du VIH et de l'hépatite de la mère à l'enfant. Cette performance est le résultat de sacrifices, de lutte de garde, de défis surmontés, d'innovations mises en œuvre, d'efforts constants pour améliorer la qualité des soins, la gestion, la sécurité des patients et la satisfaction des usagers. L'octroi de ces étoiles n'est que le début d'un long processus, car la présence de l'étoile ne signifie que
des services de qualité sont offerts dans la structure en comparaison à d'autres structures. Il revient donc à noter qu'il sera procédé des évaluations annuelles des sites performants. Cette distinction prestigieuse confirme le rôle fondamental de ces structures médicales dans l'accès aux soins pour tous. Un symbole puissant qui vise à promouvoir l'excellence et la reconnaissance d'un engagement quotidien. Depuis une décennie, la Guinée et en particulier notre capitale régionale s'est engagée résolument dans la lutte contre la transmission du VIH de la mère à l'enfant. Cet engagement ne relève pas seulement d'une obligation sanitaire, il est une question de justice, de dignité humaine et de responsabilité intergénérationnelle. Je voudrais adresser mes félicitations et remerciements aux organisateurs et l'ONG JPAIGO à accompagner l'État dans sa vision et sa mission de renforcement du système de santé. À travers cette initiative, l'ONG JPAIGO compte créer l'émulation entre les structures sanitaires du pays pour garantir un accès aux soins de qualité et renforcer la confiance des habitants envers les services publics de santé. Santé toujours avec cette convention d'échange d'expérience en chirurgie orthopédique entre le CHU Donka de Conakry et le CHU Charles Nicolle de Tunis. Ces deux centres hospitalo-universitaires s'engagent dans le renforcement des capacités des spécialistes en chirurgie orthopédique et traumatologique. Reportage Robert Siditolo. Ces échanges d'expériences tenus à Conakry entre spécialistes à la faveur du 3e congrès de la SOGICOT, Société guinéenne de la chirurgie orthopédique et traumatologie autour des complications de la prothèse totale de la hanche ont connu une avancée. D'abord, par la signature d'une convention entre CHU Donka de Conakry et CHU Charles Nicolle de Tunis à travers le professeur Léopold Lama et le professeur Ben Salah dans le cadre du traitement et de la prise en charge des patients. Je suis à la fois fier et content d'avoir signé cette convention. À la fin, on aboutit à un papier officiel qui va faciliter l'échange des connaissances, que ce soit sur le plan scientifique, théorique que pratique, entre les deux services et entre les deux pays. Ensuite, sur le plan des échanges scientifiques, des formations des étudiants et de la participation, les organisateurs de la rencontre se sont félicités des résultats auxquels le congrès de la SOGICOT a abouti. Ces conférences sont axées sur les pathologies de la hanche, les pathologies du genou, les fracas au niveau du bassin qui parfois entraînent la mort. Maintenant, nous avons échangé nos idées pour harmoniser nos connaissances par rapport à la prise en charge des malades qui sont des polytraumatisés. Mention spéciale a été faite par le Congrès pour saluer l'implication effective des autorités guinéennes dans l'atteinte des objectifs de la rencontre. Les défis actuels, c'est de dire d'abord merci au gouvernement à qui nous sommes en train d'adresser un plaidoyer pour que tous les hôpitaux de la Guinée soient équipés et qu'on soit capable de faire les prothèses totales de la hanche à Conakry, à Kankan, à Zédékouri, à l'intérieur du pays. Le prochain congrès de la SOGICOT aura lieu en 2027 à Conakry. Renforcement de la gouvernance au niveau préfectoral. À Dubrika, les autorités locales, sous l'impulsion du préfet, ont réuni les responsables administratifs pour annoncer la mise à disposition d'un fonds destiné à soutenir les initiatives de proximité. Ce financement, issu de la coopération entre l'État et les sociétés opérantes dans la préfecture, ouvre de nouvelles perspectives pour les communes en leur permettant d'engager des projets d'infrastructure essentiels. Reportage Aboubakar Amikamara. À Dubreka, les autorités locales se mobilisent pour renforcer la gouvernance de proximité. À l'initiative du préfet, cette rencontre a été initiée. Elle a réuni les présidents des délégations spéciales et les sous-préfets de la préfecture. Au cœur des échanges, l'annonce de la mise à disposition d'un fonds de plus de 4 milliards de francs guinéens pour soutenir les projets de développement communautaire. Il faut leur dire que ce fonds n'est pas venu pour être détourné ou pour prendre d'autres chemins qui n'est pas le développement de la population impactée. La population doit voir ce qu'ils ont fait avec ce montant.
Il ne s'agit pas d'écrire rénovation et quoi. J'ai dit non. Des projets qui intéressent la population. Il y a les marchés, il y a les maisons de jeunes, il y a l'éducation. Tout ça là, le projet doit être un projet public qui doit bénéficier à tous les citoyens de leur localité. Réparti entre les 6 communes concernées, ce financement constitue une compensation liée à l'exploitation des mines et carrières. Il résulte d'une coordination entre le gouvernement guinéen et les sociétés minières implantées dans la préfecture. Cet argent-là, c'est pour le développement. Nous attendons beaucoup ça parce qu'on a des activités à faire. Parce que c'est notre travail, c'est notre trace qu'on va laisser ici que la population va nous acclamer. Nous, vraiment, c'est le progrès. Nous voulons le développement de nos collectivités. Nous avons bel et bien reçu. Nous sommes prêts désormais à venir regarder en face ces populations bénéficiaires pour les faire des promesses, pour les faire des suivis, pour les faire des projets pour le développement dans ces zones impactées. Ces ressources viennent donner un nouveau souffle aux collectivités en leur offrant la possibilité de réaliser des infrastructures de base longtemps attendues. La remise officielle des chèques aux communes bénéficiaires marquera la prochaine étape, signe d'une volonté affirmée de consolider la gouvernance locale et d'impulser un développement durable à la base. À Conakry s'est tenu un atelier stratégique de validation du plan pluriannuel genre équité 2026-2028, une rencontre de haut niveau qui a réuni le personnel du ministère du Plan et de la Coopération internationale, partenaires techniques ainsi que les organisations de la société civile et experts en égalité de genre. Objectif, finaliser la feuille de route qui orientera les politiques publiques pendant les 3 prochaines années. Reportage Ibrahim Keita, Marwan Kamara. Ils sont une trentaine, représentants des institutions publiques, organisations de la société civile, partenaires techniques et financiers. Tous réunis pour ajuster et valider les dernières orientations du plan pluriannuel genre équité 2026-2028. Un document considéré comme la feuille de route nationale en matière d'égalité. C'est un programme du ministère du Plan et de la Coopération accompagné par Enabel. La journée d'aujourd'hui, c'est pour non seulement valider les activités de correction des problèmes rencontrés au sein du ministère du Plan et de la Coopération internationale, mais également trouver le financement pour réaliser ces activités-là et également avoir l'appui technique pour réaliser ces activités. Au cours de cette journée, les participants ont passé en revue les objectifs, les indicateurs et les mécanismes de suivi afin de garantir un dispositif réaliste, cohérent, aligné avec les engagements internationaux du pays. C'est un document vraiment important pour la prise en compte effective du genre et pour l'intégration du genre dans tous les projets et programmes de tous les départements sectoriels. Nous avons aujourd'hui l'opportunité, chers amis, d'écrire une page importante ensemble, une page de l'histoire de la gouvernance publique de la Guinée. En validant ce plan, en mobilisant les ressources nécessaires, en renforçant les capacités, nous faisons un choix de société, celui d'une Guinée juste, inclusive, moderne, où chacun peut contribuer à la transformation nationale. Au terme de la rencontre, le document a été validé dans ses grandes lignes. Les prochaines étapes porteront sur la mobilisation des ressources et la mise en œuvre opérationnelle dès le début de l'année 2026. Au ministère de l'Industrie et des PME, l'heure est à la vulgarisation de la base de données des PME, petites et moyennes entreprises, et la loi portant contenu local. C'est une campagne qui va couvrir toutes les régions du pays. Elle est portée sur une approche multisectorielle qui cible les administrations, le secteur privé et la société civile. L'exécution technique de cette vulgarisation est tenue par la Direction nationale des PME et du contenu local. Les précisions dans ce reportage de Abdul Karim Kamara. Chez les PME, plus question d'aller en rang dispersé. Désormais, elles sont orientées dans une base de données logée à la Direction nationale des PME, un outil dont la conception a été financée par la BAD à travers le projet d'appui technique à l'emploi des jeunes. Ici, la vulgarisation de cette base de données est lancée, mais couplée à celle de la loi portant contenu local. C'est une base dynamique qui permet à cette direction-là et à ses cibles d'interagir pour pouvoir mieux structurer
ce volet d'entrepreneuriat en faveur de notre pays en fait. Plus de 148 000 entreprises formelles et informelles sont enregistrées dans cette base de données des PME. Sa vulgarisation simultanée avec la loi portant contenu local auprès des acteurs publics-privés va permettre une meilleure intégration des entreprises locales. J'ai appris beaucoup de choses. C'est une bonne chose. Si on nous respecte tout ce qu'on a dit ici, ça va nous aider beaucoup. Du côté de la Chambre de commerce, c'est des initiatives que nous soutenons, que nous accompagnons, n'est-ce pas, pour une large compréhension de tous les secteurs privés guinéens. Initiée par le ministère de l'Industrie, cette vulgarisation devrait contribuer à l'opérationnalisation du projet d'appui au développement industriel et à la résilience des PME. Chaque acteur doit pouvoir connaître le contenu de la loi portant contenu local et aussi, en tant que PME, pouvoir s'enregistrer au sein de la base de données afin de bénéficier des opportunités que l'écosystème des PME offre à ces PME. Pour la mise en œuvre de cette activité de vulgarisation, il a été constitué une équipe pluridisciplinaire coordonnée par la Direction nationale des PME avec l'appui technique de l'unité de coordination et d'exécution des projets. Modernisation des pratiques de gestion et de planification. L'Office guinéen de publicité vient d'élaborer son tout premier plan stratégique, un plan établi pour la période 2026-2030 et qui devrait permettre à l'OGP, l'Office guinéen de publicité, de mobiliser plus de ressources et soutenir le développement économique. Plus de détails avec Tierno Ousmane Diallo. Au ministère de l'Information et de la Communication, l'Office guinéen de publicité se dote d'un plan stratégique pour les 5 prochaines années. Tirant les leçons du passé et décidé à mener des réformes en profondeur, la Direction générale de l'OGP sonne la fin du pilotage en vue dans la gestion avec une feuille de route bien établie. Vous savez, le plan stratégique pour une entreprise, c'est très important parce que c'est ce plan-là qui nous permet de savoir exactement dans le futur où on va, quels sont nos objectifs, comment est-ce que notre société pourra se situer dans l'avenir. On a défini un certain nombre de valeurs qui vont être de base d'orientation pour le comportement de tout le personnel pour s'assurer que le plan stratégique qu'on va élaborer va être effectivement appliqué. Avec son plan stratégique, l'OGP entend surtout atteindre de meilleurs résultats et contribuer plus efficacement à l'économie nationale. Le plan stratégique envisage de pouvoir permettre à l'OGP d'engranger 150 milliards de nos francs par an de chiffre d'affaires, contrairement aux 60 milliards actuels. Ça, c'est par exemple un objectif à l'horizon 2030 que le séminaire a pensé que l'OGP pourrait atteindre si toutes les stratégies mises en place sont respectées. Et je pense que la mise en œuvre ne fera pas défaut puisque désormais il y a une feuille de route. Avant son plan stratégique, l'OGP a élaboré un manuel de procédure et mené avec succès son plan de redressement. Des réussites qui galvanisent les travailleurs dans la mise en œuvre du plan stratégique élaboré. Clôture à Conakry d'une formation destinée à renforcer les capacités du personnel médical sportif. 60 agents ont été formés aux techniques de kinésithérapie, de massage et de rééducation. Une initiative de la Direction générale de la médecine du sport pour faciliter l'offre entre les patients qui fréquentent cette structure et les athlètes. Reportage Komara Moussa. C'est un jour d'accomplissement et d'espoir pour ces 60 agents médico-sportifs. Ils viennent d'achever une formation intensive en kinésithérapie sportive, massage et rééducation fonctionnelle. À l'origine de l'initiative, la médecine du sport sur le financement de l'Office national de formation et de perfectionnement professionnel. Ce certificat en kinésithérapie sportive, massage et rééducation fonctionnelle représente bien plus qu'une attestation pour nous. Il symbolise un véritable engagement à améliorer les conditions de santé de nos sportifs. Aujourd'hui, nous ne clôturons pas seulement une formation. Nous apportons notre pierre au renouveau du sport guinéen. Grâce à cette session de kinésithérapie sportive,
vous êtes désormais outillés pour prévenir, traiter et accompagner nos athlètes avec des approches professionnelles, efficaces et adaptées aux exigences du sport moderne. Ces nouveaux professionnels devraient jouer un rôle clé dans la performance sportive. Leur expertise contribuera à prévenir les blessures et améliorer la qualité de vie des personnes qu'ils accompagnent. Cette formation va apporter quelque chose de bien dans ma vie prochaine parce que ça me permettra vraiment de faire la prise en charge des athlètes, de leur performance, de leur permettre de faire une bonne récupération. Je recommande vivement à la médecine du sport de se rapprocher des différentes fédérations, des clubs, afin ne serait-ce que des essais, des stages, pour que vous puissiez bénéficier déjà de la pratique de la formation que vous avez bénéficié. Cette clôture marque le début d'une nouvelle aventure pour ces 60 agences médico-sportives. Leur utilisation rationnelle et judicieuse reste le principal défi. Destination au pied du mont Badiar, c'est à Koundara pour vivre la 20e édition du Festival national des arts et de la culture FENAC 2025. Toutes les régions administratives du pays prennent part à ce rendez-vous culturel. Des artistes pluridisciplinaires décidés à remporter le meilleur prix. L'ambiance est bon enfant, comme on va le voir avec nos envoyés spéciaux Ousmane Ba et Mamadou Djoumaba. Durant ces 3 jours, le 5, le 6 et le 7 décembre, c'est tout le Badiar qui va vibrer au rythme de la 20e édition du Festival national des arts et de la culture FENAC 2025, la toute première édition délocalisée hors de la capitale Conakry. Les festivités démarrent par un carnaval géant dans les grandes artères de la ville de Koundara, une véritable célébration de la richesse et la diversité du patrimoine culturel guinéen. C'est toutes les 8 régions administratives du pays qui prennent part à cette fête. Après le carnaval, place à la cérémonie de lancement officiel. Koundara a eu l'occasion de réunir toute la Guinée, de conjuguer le même verbe, de sortir ensemble et rentrer ensemble. L'année prochaine, vous serez convoités parce que Koundara a eu cet événement pour zéro. D'autres vont construire leur préfecture pour abriter ce événement. Vous serez convoités, monsieur le ministre. La cérémonie est marquée par la présence de certains membres du gouvernement et des invités de marque venus des républiques sœurs du Sénégal et de la Gambie. La promotion, la valorisation des identités culturelles propres à chacune de nos communautés reparties sur l'ensemble du territoire national est gage d'unité nationale de paix et c'est un véritable rempart contre toutes les manipulations qui sont des terreaux fertiles à la division au repli identitaire. Ce que nous faisons ici aujourd'hui va au-delà du spectacle. Nous permettons aux Guinéens de se donner la main. Au nom de Monsieur le Premier ministre, chef de gouvernement, Monsieur Amadou Ouriba, exprimer toute ma gratitude à Monsieur le Président de la République, le chef de l'État, Monsieur Mamadi Doumbouya, qui depuis les premières heures de la refondation a cru que la culture était un vecteur essentiel pour bâtir le vivre ensemble, un vecteur essentiel pour accélérer la croissance économique de notre pays, mais aussi un vecteur clé pour le rayonnement de notre pays, tant au niveau national qu'international. La cérémonie d'ouverture est teintée de toutes les couleurs, chorégraphies, des rythmes et d'autres sonorités qui vont résonner durant ces 3 jours de célébration de la culture nationale dans toute sa grandeur à Koundara. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi et bonne suite de programmes sur la télévision nationale.